C'est un peu 4 points, donc on passera la parole d'abord à Jean-Paul Cartat et à professeur Olikowski sur ce que sont justement ces avancées, ces convergences. Tiens, pourquoi j'ai un écho là? Oui. Ces avancées, ces convergences entre les deux mondes. Et puis on regardera les cas d'usage et les besoins en situation de travail, mais plus particulièrement vu du côté de l'optique du handicap, d'une mission handicapée, de personnes atteintes de handicap, et puis on continuera sur les vigilances et facteurs clés de succès et d'intégration avec des échanges ouverts à tous. Donc Jean-Paul, si vous voulez bien, ça va être à vous, hein, sur... bon, en gros, j'annonce un plan, mais comme dirait l'autre, vous pouvez avoir aussi le droit de faire autre chose. Sauf que vous vous ferez taper quand même. Et voilà, donc sur... ces relations entre ces deux mondes, donc avec vous, j'allais dire, sous surveillance de David Olikowski, voilà, comment vous avez développé tout ça et comment vous avez vu toute cette évolution depuis celle-ci que je crois que vous avez suivie, qui était la Coupe du Monde de football il y a un certain temps, ça fait déjà 4 ans et ça a bougé beaucoup. Et donc, c'est à vous maintenant, si vous voulez bien, Jean-Paul. Merci Anne-Marie, bonjour à tous. Oui, effectivement, en fait, c'était la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Brésil en 2014. Lors de cette Coupe du Monde a été inauguré un exosquelette fabriqué en France qui était sous l'égide d'un médecin brésilien. Toute une équipe internationale avait été montée. Nous avions été choisis en tant que métallurgistes, spécialistes de mécanique de précision, pour réaliser auprès de confrères un certain nombre de pièces qui ont permis à cet exosquelette d'avancer, de fonctionner. Ce qui est intéressant, vous verrez avec les autres photos, c'est l'évolution de l'exosquelette de 2014 à 2022, et on voit très nettement que la technologie a fortement diminué ce qu'est l'exosquelette aujourd'hui, et qui peut bénéficier au monde du travail. Car quand on voit les photos de la personne qui est aujourd'hui dans l'exosquelette qui est présenté là, on imagine mal travailler avec de tels exosquelettes aussi lourds et aussi complexes à manier. Nous avons travaillé par la suite pour une société française qui est présente aujourd'hui, dont on est très fiers, pour avoir réalisé certaines pièces. Et déjà, on peut voir comment l'exosquelette, de manière générale, a pu évoluer, et s'alléger et devenir bien plus autonome et bien plus à la portée de tout le monde. Donc dans la métallurgie, effectivement, nous avons cette capacité de fabriquer des pièces métalliques ou autres pour les exosquelettes, mais grâce à la rencontre que nous avons faite auprès du centre d'investigation clinique dont le professeur Olikowski représente aujourd'hui l'institution, nous avons aujourd'hui bien un programme d'orthèse, d'une orthèse pour pouvoir, prévenir les risques post-AVC, améliorer le lendemain, je dirais, de ces accidents, et de permettre justement à ces exosquelettes partiels de se démocratiser et de prendre une importance un peu plus grande que ce que l'on pense, puisqu'on voit toujours des exosquelettes dans lesquels on vient se loger, mais il y a aussi des exosquelettes partiels qui permettent aujourd'hui à un membre de pouvoir être rééduqué, réhabilité, indépendamment du reste du corps. Donc nous avons la chance de pouvoir développer en partenariat avec le CIC et des unités comme le LEM, notre laboratoire, ou des unités de l'INSERM, avec qui nous collaborons très étroitement. Voilà, donc dans quelques mois, je l'espère, avec nos équipes, nos usines, il faut le répéter, car les exosquelettes ne fonctionnent que par la fabrication métallurgique, après le génie intellectuel des ingénieurs. Donc voilà comment on a évolué de cette prise de conscience de l'exosquelette en 2014 jusqu'à ce qu'est l'exosquelette partiel aujourd'hui en 2022. Merci. Merci Jean-Paul. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans ce que vous dites et dans ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment encore précisé en introduction, c'est qu'on voit à quel point, je dirais, il y a des convergences de besoins entre et d'attitudes, et qui peuvent justement, en recherche-action, aider à ces développements. Vous citiez tout à l'heure donc les premiers exosquelettes que vous avez contribué à construire, donc et qui aidaient cette fois-ci dans le sport, autour du sport, et aussi pour la mise en valeur de ce côté-là. Il y a ce qui est plus classique, dont vous n'avez pas parlé pour l'instant, mais donc que vous développez aussi, qui sont des exosquelettes et des aides
professionnel pour enrichi ou pas d'ailleurs de capteurs et pour le monde professionnel. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, c'est sur ce visuel là, qui est affiché là maintenant et qui est, encore une fois, compte tenu du, j'allais dire, du vieillissement de la population et puis du fait que il y a, je ne sais pas combien, c'est le professeur Likovski va nous dire ça, mais combien il y a chaque année en plus d'atteintes possibles avec des handicaps plus ou moins lourds possibles. Les besoins de la vie quotidienne et les besoins de la vie professionnelle se convergent complètement. Et moi, nous, c'était aussi un truc qu'on a bien vu au cercle. On a vu, je dirais, le basculement très formel. Il devait y avoir quelque chose sur cette année 2018, mais c'était aussi en 2018 et on s'est rendu compte, et les RH qui étaient avec nous à ce moment-là aussi, c'est que les attentes, j'allais dire, de la personne au travail n'étaient plus pour qu'on saucissonne la santé avec d'un côté, j'ai ça qui m'attend, j'ai ces attentes-là du côté de la santé professionnelle et d'autres. Et là, c'est bien globalement ce que vous montrez. De mots pour peut-être repréciser ça, Jean-Paul, sur le lien entre, encore une fois, vie professionnelle, vie quotidienne, et puis rééducation à l'hôpital, et avant de passer la parole au professeur Likovski. Écoutez, de ma propre vision, en voyant un peu l'évolution de ces dispositifs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'exosquelette pourrait très bien accompagner dès la levée le matin de la personne jusqu'à son coucher donc le soir, et tout en faisant de l'assistance peut-être des fois au mouvement, bien contribuer à continuer un cycle de rééducation ou de prévention pour éviter, je sais pas, une dégradation suite à voilà une altération naturelle. Je dirais, vous parliez de vieillissement. C'est ça en fait aujourd'hui que moi je perçois, et au travers du développement de cette orthèse, on a vraiment beaucoup d'espoir, parce que on pourrait rentrer dans un système où il y aurait une certaine polyvalence, une certaine polycompétence pour ces dispositifs, et leur donner l'orientation un peu à la carte, suivant la pathologie, la personne, son altération, sa dégradation, et on pourrait donc vraiment faire je l'espère, et c'est le professeur Likovski qui pourra en dire plus que moi bien sûr, on pourrait choisir le protocole le plus adéquat. Oui, mais merci. Alors, il y a un côté, pardon, je capte, et là, la caméra n'est pas sur lui, mais on l'aura quand même tout à l'heure. Quelqu'un qui opine absolument complètement, et je pense que vous êtes fait pour vous rencontrer, qui est Léo Lemoine, parce que finalement, on va voir tout à l'heure ce qu'il développe au sein d'Engie Solutions via la mission handicap. C'est bien ça. Professeur